T'aimerais cultiver des super belles plantes dans ta cour? Tu commences à jardiner, t'as pas vraiment le pouce vert? Eh bien, moi, je t'explique comment développer ton pouce doublement vert. Je te fais un survol ici des besoins des plantes sur l'ensoleillement. Je m'appelle Julie Cousineau, je suis permacultrice et je te partage mes conseils pour rendre ton jardinage écologique simple et efficace. Alors, avoir le pouce vert, c'est pas vraiment d'avoir reçu un don spécial à la naissance. C'est tout simplement de comprendre les besoins des plantes et de savoir y répondre. Alors, bonne nouvelle, ça s'apprend. Et moi, je te parle de développer un pouce doublement vert. Parce que savoir s'occuper des plantes, c'est bien. Mais si en plus tu adoptes des pratiques qui sont écologiques et plus respectueuses de l'environnement, c'est encore mieux. Alors, je te fais ici un premier survol 101 sur les besoins d'ensoleillement des plantes, puis je te ferai d'autres vidéos pour te partager leurs autres besoins. Alors, si je te parle d'ensoleillement, je te parle nécessairement de photosynthèse. Alors, un petit rappel rapide, la photosynthèse, c'est vraiment ce qui permet la vie sur Terre. C'est ce qui permet d'accumuler de l'énergie et de maintenir la teneur en oxygène de l'atmosphère. Donc, les organismes photosynthétiques, il y en a plusieurs, dont les algues dans les océans, et sur Terre, on a les plantes. Les plantes en font surtout au niveau de leurs feuilles. Elles contiennent de la chlorophylle qui permet de prendre l'énergie du soleil avec du gaz carbonique et de l'eau et de transformer ça en sucre et de relâcher de l'oxygène et de l'eau. Alors, les sucres ainsi transformés vont pouvoir être distribués à l'ensemble des cellules de la plante pour assurer leur métabolisme. Et ces plantes-là, comme toutes les cellules vivantes, font de la respiration cellulaire. Donc, au niveau de la cellule, il va y avoir relâchement de l'énergie, mais aussi production de gaz carbonique. Donc, elles vont relâcher un petit peu de gaz carbonique. Mais heureusement, les plantes sont beaucoup plus efficaces à faire de la photosynthèse. Donc, elles fixent beaucoup plus de gaz carbonique dans leur structure que la quantité de gaz qu'elles relâchent dans l'atmosphère. Alors, la croissance des plantes est assurée par la photosynthèse qui, elle, est influencée par plein de facteurs, dont la quantité de lumière que la plante reçoit, la température ambiante, la quantité d'eau disponible dans le sol, la nutrition minérale, les vents. Tout ça affecte la quantité de photosynthèse. Alors, plus il fait soleil, plus la plante en reçoit, plus elle peut faire de photosynthèse. Plus elle fait de photosynthèse, plus elle va avoir besoin d'eau. La plante, pour faire de la photosynthèse, doit laisser ouvrir ses stomates. Les stomates, c'est des petits trous sur les feuilles. Il y en a surtout sous les feuilles. Alors, si on regarde de très près une feuille, on va voir plein de petits picots. Ça, c'est les stomates qui vont s'ouvrir pour laisser entrer le gaz carbonique, mais au même moment, elles vont devoir relâcher de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Donc, plus elles font de photosynthèse, plus elles perdent d'eau, plus elles doivent en reprendre dans leurs racines pour acheminer cette eau-là et continuer de faire de la photosynthèse et de la croissance. S'il y a un élément minéral qui est en déficience dans la plante, il y en a beaucoup qui sont essentiels à faire la photosynthèse, donc elle ne pourra pas faire toute la photosynthèse optimale qu'elle pourrait si elle a une carence. Et la température aussi, plus la température augmente, plus la plante peut faire de photosynthèse, mais jusqu'à une température optimale qui est variable selon chaque espèce. Donc, il y a des espèces qui vont quand même faire beaucoup de photosynthèse à des températures qui sont beaucoup plus fraîches et d'autres qui vont avoir beaucoup plus de chaleur pour faire leur photosynthèse. Chaque plante a donc ses besoins d'ensoleillement qui lui sont propres et c'est vraiment important de les mettre dans ces conditions-là. Donc, c'est important d'étudier l'environnement où on va installer notre plante et de calculer le nombre d'heures que la plante va recevoir au courant de la saison. Ce nombre d'heures-là va être variable parce que le soleil varie beaucoup en hauteur au courant de la saison de croissance. Donc, la longueur d'ombre des objets qui l'entourent va varier. Alors, soit qu'on prend différents outils pour calculer cette longueur-là et calculer le temps d'ensoleillement par jour, ou tout simplement qu'on prend des notes tout au long de la saison, puis on calcule le nombre de soleil que la plante va recevoir. Alors, pour une plante de plein soleil, elle doit vraiment être exposée au soleil à partir de 10 heures le matin jusqu'à la fin de l'après-midi. Donc, un 7-8 heures de soleil, plein soleil au plus fort de la journée, super important. Pour une plante de mi-ombre, elle peut nécessiter seulement entre 4 à 6 heures de soleil direct, mais vraiment entre 10 heures le matin et 3 heures l'après-midi pour avoir le soleil le plus chaud de la journée. Pour une plante d'ombre, elle peut seulement prendre 3 heures de soleil direct par jour. Elle peut se contenter de ça.
Ou sinon, une plante qui est plantée sous un couvert d'autres végétaux, des arbres par exemple, qui font quand même une lumière diffuse, là, qui n'ont pas un feuillage trop épais, qui laissent passer une certaine quantité de rayons de soleil. Donc, elle va en recevoir un petit peu tout au courant de la journée et elle va pouvoir se développer de façon optimale dans ces conditions-là. Alors, si on plante une plante dans un endroit où elle ne reçoit pas le soleil qu'elle a besoin, la plante, elle va se mettre à lutter pour sa survie et de grandir en direction du soleil. Elle va mettre toute l'énergie qu'elle a, mais elle va s'étioler. Donc, c'est de grandir en s'allongeant, mais de façon toute frêle pour aller chercher plus d'énergie lumineuse. Mais elle n'aura jamais assez d'énergie pour se développer adéquatement puis fournir un beau port, une belle couleur, une belle floraison ou des beaux gros fruits comme ce que tu vois sur l'étiquette quand tu achètes ta plante. Elle sera jamais en mesure de faire ça. Puis en plus, elle aura même pas assez d'énergie pour développer son immunité, sa résistance. Donc, elle va vraiment être une cible de choix. S'il arrive des ravageurs ou une maladie, la plante elle va être facilement attaquée. Même chose, une plante d'ombre que tu mettrais en plein soleil, elle va pas se développer adéquatement non plus. Là, elle va recevoir trop de soleil, trop de chaleur, elle va perdre trop d'eau, donc elle sera pas à son maximum non plus. Alors, de vraiment comprendre d'où la plante vient, hein, son origine naturelle, ça peut nous aider à comprendre ses besoins. Observer sa morphologie aussi peut nous aider. Les plantes de soleil, souvent, ont des petites feuilles qui sont même des fois très épaisses ou avec des petits poils pour pouvoir conserver le maximum d'eau, refléter de la lumière et pas pouvoir se dessécher sous les forts rayons du soleil. Tandis qu'une plante qui vit normalement sous un couvert végétal, ben, elle développe des plus grandes feuilles pour pouvoir capter un maximum de soleil et souvent ces feuilles-là sont très minces aussi. Donc, si on les met en plein soleil, elles vont se dessécher là, trop rapidement. Et de toute cette énergie lumineuse que la planète reçoit, il y en a seulement une infime quantité qui est transformée par la photosynthèse. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un immense potentiel pour cultiver plus de végétaux. Ça, c'est une stratégie utilisée par la permaculture que de cultiver intensivement la plus petite surface possible pour recueillir le maximum de cette énergie abondante et gratuite. Donc, on va utiliser toutes les strates de végétaux naturels. Donc, des grands arbres, des petits arbres, des grands arbustes, des petits arbustes, les plantes herbacées, les couvre-sols, les bulbes, les tubercules, les plantes grimpantes. Tout ça pour aller maximiser la quantité de soleil qu'on peut convertir en énergie qu'on va pouvoir utiliser pour notre bénéfice. Et je termine en parlant nécessairement de température globale, de réchauffement, de crise climatique, de gaz à effet de serre. Donc oui, les gaz à effet de serre, ça renvoie de la chaleur, ça la garde prisonnière dans l'atmosphère. Mais tout ça dépend de la quantité qui est irradiée de la surface de la Terre. Un sol à nu, ça se réchauffe beaucoup plus vite, ça retourne une beaucoup plus grande quantité d'énergie dans l'atmosphère qu'un sol qui est vert, couvert de végétation verte et humide. Donc, si on pense à la quantité phénoménale de terres qui ont été déboisées pour l'activité humaine, pour l'urbanisation, l'agriculture, de ça, toutes les terres qui sont rendues désertes, c'est une quantité phénoménale de chaleur qu'on renvoie dans l'atmosphère. Donc, même si on a beaucoup de gaz à effet de serre, ben, ce qui détermine beaucoup ce qui reste emprisonné, c'est la quantité qu'on renvoie. Donc, l'importance de cultiver un maximum de végétation, de restaurer les écosystèmes qui ont été dégradés, de revégétaliser les espaces qui sont dépourvus de végétation, de préserver aussi les écosystèmes naturels, vraiment s'impliquer à préserver ces endroits-là. Donc, si on se met à cultiver intensivement la plus petite surface possible, ben, on peut se permettre de laisser beaucoup plus de surface retourner à l'état naturel et se reverdir. Donc, c'est vraiment important que tout le monde fasse sa part, tout le monde peut participer. La plus petite action, c'est vraiment bénéfique parce que c'est la somme de tout ça qui peut faire la différence. Puis ça peut changer assez vite si tout le monde se met à reverdir son espace de vie. Donc, si tu transformes du béton en gazon, c'est bien, mais si tu transformes ça avec des végétaux qui ont beaucoup plus de surface de feuilles, ben c'est encore mieux.
Donc, il y a toutes sortes de stratégies qu'on peut employer. Tu peux cultiver en bac, tu peux cultiver sur des toits, tu peux utiliser l'espace vertical, tu peux transformer ta pelouse en pré fleuri, en forêt nourricière. Les idées ne manquent pas. Il y a des solutions adaptées pour tous les goûts, pour chaque contexte, et ça va vraiment faire une différence vraiment bénéfique pour tout le monde. Alors, en résumé, mets les plantes au bon endroit pour qu'elles aient le bon degré d'ensoleillement pour te permettre d'avoir des belles plantes en bonne santé qui offrent un maximum de potentiel de floraison ou de beaux fruits, et cultive un maximum de végétaux dans ton espace de vie pour le verdir le plus possible et recueillir toute cette belle énergie-là du soleil qui est si bénéfique pour tout le monde. Alors, si tu as trouvé ma vidéo utile et inspirante, clique sur j'aime, partage-la et télécharge mon guide gratuit où je te partage 9 astuces simples que tu peux appliquer sur ton terrain pour bien prendre soin de toi, de ta famille, puis de la planète. Alors, bon jardinage et mets des belles plantes partout sur ton terrain selon la quantité de soleil qu'elles ont besoin.